Je vous propose de commencer le webinaire et puis les autres participants nous rejoindront par la suite. Donc, bienvenue à toutes et tous. Nous sommes ensemble pour 1 heure et demie pour aborder les bonnes pratiques dans le cadre de projets de rénovation énergétique. Je suis Aurélie Marie-Sfrolich, je suis conseillère Info Énergie et je suis accompagnée de mon collègue Jonathan Lachise, qui est également conseiller énergie. Je vous invite, voilà, quelques règles pour le bon déroulé de la présentation. Merci de bien éteindre vos micros et vos caméras. Euh, on va, on vous propose d'articuler le webinaire par une présentation euh, dans un premier temps et ensuite il y aura un temps de questions-réponses d'1 demi-heure. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on y reviendra par la suite. Euh, et ensuite, pour information, ce webinaire est enregistré et il sera mis en replay sur YouTube. Donc, on vous enverra le lien par la suite. Euh, alors, en fait, le contexte et les objectifs de ce webinaire, de cette formation, c'est dans un premier temps, c'est qu'on observe, en tout cas dans la rénovation énergétique, euh, une complexité importante sur les parcours de financement des projets, notamment sur les aides financières, que ce soit nationales ou locales avec un certain nombre d'aides financières qui se cumulent et des complexités d'instruction et des pots de dossier. Et ensuite, et du coup, ça impacte aussi le temps consacré à ces démarches et souvent une perte de temps administratif à la fois pour les ménages, mais aussi pour les professionnels de la rénovation énergétique. Donc, de ce constat-là, euh, le, le cadre de cette formation, c'est voilà, vous faire gagner du temps euh, lors de l'édition des devis, notamment, mais surtout le parcours d'accompagnement et de conseil des ménages et de vos clients. L'idée, c'est d'intervenir le plus en amont possible, que vous ayez les outils pour voilà, gagner du temps par la suite. Le deuxième objectif, c'est surtout de garantir le parcours de financement des ménages, voilà, de s'assurer qu'ils vont obtenir à la fin des travaux les aides financières. Et puis aussi de clarifier, nous, notre rôle en tant que conseiller, conseillère, Info Énergie, on va vous présenter notre service. Donc le programme d'aujourd'hui, c'est dans un premier temps, voilà, faire une rapide présentation du service Info Énergie, à la fois pour les professionnels de la rénovation, mais aussi pour les particuliers. Ensuite, quelques infos clés sur les aides financières. Voilà, ce sera plutôt pour avoir une vue d'ensemble. On ne va pas rentrer dans le détail, ce n'est pas l'objet de cette formation. Et ensuite, on rentrera plus en détail dans les bonnes pratiques pour l'édition des devis. Et enfin, une présentation de l'outil vérification des devis de l'espace Info Énergie. Alors, cette partie introductive, pour resituer le rôle de l'espace Info Énergie et notamment celui des pros de la rénovation euh, sur le territoire de l'Isère, donc les pros de la réno, qui est essentiellement dédié aux professionnels de la rénovation énergétique pour l'habitat. Donc, c'est à destination des artisans, des artisanes, des architectes, des bureaux d'études, des maîtres d'œuvre, etc. Euh, Ce service, qui est voilà, dédié aux professionnels de la rénovation, porte, on va dire, 3 axes de mission, et notamment une hotline téléphonique qui est disponible toute la semaine. Donc, vous avez
plusieurs conseillers qui sont disponibles, qui répondent, voilà, assez rapidement, dans la semaine à toutes vos questions qui peuvent, voilà, que vous pouvez avoir en lien avec les aides financières, les qualifications RGE, les nouvelles annonces, du gouvernement ou les modifications, par exemple, sur les audits. Hem et ou d'autres questions, voilà, en lien avec la rénovation énergétique. Ensuite, le service met aussi à la disposition des ressources sur le site internet des pros de la réno et des outils en ligne. Hem, donc l'objectif, c'est que, voilà, vous puissiez être outillés pour, informer et conseiller, les ménages que vous accompagnez ou que vous voilà, avec qui, enfin vos clients. Hem Donc on y reviendra plus tard, on vous présentera, dans ce cadre-là, l'outil vérification des devis. Ensuite, le troisième axe, c'est de proposer des événements sur tout le territoire de l'Isère et aussi des formations. Donc c'est le cadre, voilà de ce webinaire sur les bonnes pratiques pour l'édition des devis. Mais on propose aussi, des formations, notamment sur les aides financières pour la rénovation énergétique. Hem Donc voilà, l'objectif, c'est, de ce service, c'est de faciliter le quotidien des professionnels de la rénovation et faire en sorte qu'ils soient outillés, voilà, pour mieux, informer et conseiller, les ménages qu'ils accompagnent. Hem, donc voilà, c'est enfin, c'est les 3 axes principaux. Hem Ce service, du coup, c'est un service qui fait partie, du réseau France Rénov' au niveau national. Il est porté par 2 structures, l'AGEDEN, qui est une association qui porte ce service sur, tout le territoire de l'Isère, hors métropole de Grenoble, et l'ALEC de Grenoble, donc l'Agence locale de l'énergie et du climat, qui porte, ce service uniquement sur le territoire de la métropole de Grenoble. Donc voilà, c'est un service qui est gratuit, qui est neutre et indépendant. Donc voilà, vous retrouvez ici le contact. Si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à contacter directement la hotline, qui est ouverte du lundi au vendredi, donc le matin et l'après-midi. Vous retrouvez également le site internet, qui est dédié aux pros de la rénovation et vous retrouvez, voilà, plein de ressources, sur divers, sujets. Très souvent, on est plus connu pour, notre service à destination des particuliers, donc le service Info Énergie. Voilà, on fait également partie, on fait toujours partie, voilà, du réseau France Rénov' au niveau national. On est l'antenne locale avec toujours, voilà, cette, distribution, heu des territoires, voilà, l'AGEDEN qui porte sur le territoire hors, métropole de Grenoble et l'ALEC qui va opérer uniquement sur la métropole de Grenoble. On propose des actions de sensibilisation, notamment, par exemple, les soirées thermographie, des ateliers, sur le chauffage au bois, ou d'éco-consommation et cetera et aussi des animations de type, fresque du climat ou sur la sobriété énergétique. Et une de notre mission principale, c'est l'accompagnement à la rénovation énergétique. Donc on propose dans un premier temps un conseil téléphonique et en fonction des questions et du projet, on pourra proposer un rendez-vous physique sur tout le département. Donc c'est des rendez-vous d'1 heure en présentiel ou qui peuvent être aussi sur site en fonction, voilà, des financements des territoires. Donc s'il y a ensuite des projets, de grande ampleur, il peut y avoir un accompagnement, hem, tout au long du projet de rénovation. Donc voici le numéro, heu, du service pour les particuliers. Voilà, il y a à la fois un numéro direct à destination des professionnels et un autre numéro téléphonique à destination des particuliers.
Je vous propose de continuer, pour que vous ayez une vision plutôt globale des aides financières, pour mieux comprendre ensuite, voilà, d'avoir cette base-là, en tout cas. On ne va pas rentrer dans le détail, mais ça vous permettra de mieux comprendre, l'importance, voilà, de l'édition des devis, notamment sur les projets de rénovation énergétique. Hem, Voici une carte, en tout cas, une carte, voilà, qui n'est pas exhaustive des aides, sur le territoire, que ce soit national et local. Donc, on a un certain nombre, voilà, d'aides financières qui peuvent se cumuler ou pas. Au niveau, des aides, nationales, on a à la fois MaPrimeRénov', qui est l'aide de l'État, à destination, voilà, de tout propriétaire, heu, de résidence principale. Et aussi, bon, Loc'Avantage qui est à destination des propriétaires bailleurs. Cette aide, elle est portée par l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. On a aussi, une aide qui est privée, les certificats d'économie d'énergie qu'on appelle les C2E, et là, il y a une multitude d'acteurs, de fournisseurs d'énergie notamment, hem, ou de courtiers qui peuvent proposer ces certificats. Oui, ensuite au niveau national, on a aussi, la TVA à taux réduit, et éventuellement les caisses de retraite. Donc voilà, ces aides peuvent se cumuler et ensuite à cela, il y a aussi les aides locales proposées par les territoires. Donc ça peut être notamment une aide du département. Sur notre territoire, c'est une aide pour des travaux d'isolation, plus précisément. Il peut y avoir, en fonction des communes, une exonération de la taxe foncière. Sur certains territoires, il y a également la prime Airbois pour le remplacement de vieux appareils au bois. Mais il y a aussi, tout ce qui est, plateforme, territoriale de rénovation pour la rénovation énergétique. Donc, notamment, par exemple, sur la métropole de Grenoble, nous avons le dispositif Murmure, maison individuelle et pour les copropriétés, mais il y en a d'autres, voilà, sur d'autres territoires. Donc voilà, c'est à la fois souvent des dispositifs d'accompagnement, mais il peut y avoir des aides financières qui peuvent se cumuler, à toutes les autres aides, que ce soit locales et nationales. Et ensuite, en termes de financement, on a la possibilité, aussi de, solliciter des prêts. Le plus connu, c'est l'éco-prêt à taux zéro. Mais il peut également y avoir d'autres prêts tels que, le prêt d'Action Logement ou le prêt Avance Rénovation. Donc voilà, il y a un paysage assez complexe, sur les aides financières et les financements pour des projets de travaux, et donc tout cela, nécessite quand même hem ces aides financières, pour les obtenir, il y a un certain parcours, notamment dans le dépôt, et dans la demande des financements, et c'est pour cela que le devis, est assez incontournable, et notamment sur le détail et toutes les exigences qui peuvent être, demandées par certaines aides financières, et donc voilà, c'est le sujet de ce webinaire. Hem On est sur une période un peu de transition, de fin d'année, et il va y avoir un certain nombre d'évolutions en 2024, qui sont à prendre en compte. Hem, voilà, quelques grandes lignes pour 2024. Il y aura notamment l'actualisation annuelle des plafonds, de l'ANA. Donc c'est les plafonds de ressources, hem, voilà, pour toutes les aides financières. De manière générale, il y a, des catégories de revenus, et en fonction de la catégorie de revenus, il y a des aides plus ou moins importantes. Ces plafonds sont actualisés chaque année, donc c'est bien de se renseigner, sur ces changements de plafond. Et ensuite, la grande nouveauté de 2024, c'est la mise en place de mon accompagnateur Rénov', qui sera du coup un accompagnement obligatoire à la rénovation pour les projets de rénovation de grande ampleur.
pour solliciter notamment MaPrimeRénov', pour des gros projets de rénovation. Donc ce qui en découle, c'est qu'il va y avoir, voilà, une refonte, notamment de l'aide de MaPrimeRénov' avec, des modalités, un peu différentes de celles qu'il y a pu y avoir ces dernières années. Ensuite, au niveau des audits énergétiques qui sont, il y a également, sur cette fin d'année et pour l'année prochaine, des changements en termes au niveau réglementaire. L'audit énergétique réglementaire va devenir obligatoire pour solliciter, les forfaits de rénovation globale, que ce soit pour MaPrimeRénov' ou, les certificats d'économie d'énergie. Hem, Jusqu'à présent, on était sur un audit incitatif. Donc voilà, il y a un changement, réglementaire, sur les audits énergétiques. Ensuite, juste voilà, cette slide pour vous, rappeler que lorsque l'idée, c'est pas que vous soyez on peut pas être toujours, hem, à jour sur les aides financières, c'est assez complexe et il y a des changements réguliers en cours d'année ou en début d'année et pour cela, il y a un outil, qui a été développé par, l'espace Info Énergie, donc par le service des pros de la Réno, pour, voilà, trouver facilement quelles sont les aides en fonction, voilà, des ressources du ménage, du projet de travaux et de connaître sur le territoire quelles sont les aides auxquelles il peut prétendre. Donc c'est l'outil Mon projet, mes aides. On vous enverra, voilà, la le support de présentation et vous pourrez, aller regarder, cet outil. L Pour, en tout cas, faire une simulation assez rapidement, il y a 4 bonnes questions à se poser, notamment à poser aux ménages que vous accompagnez ou à votre client. C'est notamment l'ancienneté du logement, hem, le type de statut du propriétaire, s'ils sont occupants, bailleurs ou autres, si c'est une SCI et cetera. Leur, catégorie de revenus, donc ça veut dire leur revenu fiscal de référence qui se trouve sur l'avis d'imposition et le nombre de personnes qui composent le ménage, ou en tout cas qui sont rattachées au foyer fiscal. Et ensuite, bien évidemment, la localisation du logement pour connaître ensuite les différentes aides, locales et nationales. Ensuite, les aides, alors j'en ai un peu parlé, mais globalement, il y a 2 parcours, de financement lorsqu'on a un projet de rénovation. C'est soit une approche plutôt par poste de travaux, par geste de travaux. Donc il va y avoir une aide forfaitaire, soit par mètre carré isolé, par exemple, ou par équipement installé ou remplacé. Ou alors une approche plutôt, de rénovation globale ou de grande ampleur qui nécessite un audit énergétique pour justifier du gain énergétique engendré par le projet de travaux. Donc, de pouvoir comparer avant et après chantier, hem et de voir quel est notamment le saut de classe. Donc jusqu'à présent, il y avait un gain énergétique à atteindre, donc avant le 1er janvier 2024 et à partir du 1er janvier 2024, on va rester un peu sur ces 2 parcours-là, donc plutôt une aide au geste ou une aide, pour un forfait, plutôt, de rénovation globale. Mais là, l'année prochaine, ce qui va changer, c'est que ça va plutôt être par rapport à un saut de classe énergétique, hem, qu'on retrouve en fait ces classes énergétiques, c'est ce qu'on retrouve sur les DPE, donc les diagnostics de performance énergétique. Donc voilà, c'est sur cette nuance que ça va changer et c'est surtout le gros changement, c'est que, hem, à partir du 1er janvier, pour solliciter l'aide on va dire, du parcours accompagné. Donc ce sera plus, les forfaits rénovation globale, mais ce sera plutôt le parcours accompagné. Il faudra solliciter, enfin en tout cas être accompagné par mon accompagnateur rénov',
pour pouvoir ensuite bénéficier des aides. Donc voici on va dire les deux types de parcours de rénovation et les changements pour 2024. On n'a pas encore tous les éléments, donc voilà, c'est quelques informations. On en saura plus en janvier et février. Ensuite, jusqu'à présent, dans le cadre de rénovation de grande ampleur, donc pour solliciter notamment les forfaits rénovation globale, il y avait un certain nombre de documents administratifs qui devaient être remplis par les acteurs qui intervenaient sur le chantier. Donc ça allait du bureau d'études thermique au maître d'œuvre s'il y en avait un, et, et aux artisans qui intervenaient sur le chantier. Donc il y avait des attestations qui, donc c'est toujours le cas, qui doivent être remplies voilà, par tous ces acteurs avant et après travaux. D'où l'importance du rôle administratif des professionnels sur les parcours de rénovation globale, où voilà, il y a une certaine rigueur, que ce soit de la part du particulier, mais aussi de tous les intervenants du projet pour, euh, pour voilà, fluidifier ce parcours de financement et notamment au vu de toutes les exigences euh, sur les différentes mentions qui doivent apparaître sur les devis et sur ces attestations. Ensuite, les artisans, en tout cas les professionnels euh, qui interviennent voilà, sur des projets de rénovation énergétique, ils ont certaines obligations, notamment voilà, de respecter les critères administratifs qui sont imposés notamment sur l'édition des devis. Il y a un certain nombre de critères administratifs qui sont obligatoires, mais aussi sur les critères de performance énergétique qui sont imposés par l'État pour obtenir les aides financières, euh, donc qu'on peut retrouver donc sur l'arrêté du 17 novembre 2020, mais qu'on peut retrouver plus facilement via voilà, les documents grand public aussi qui sont publiés par l'Agence nationale de l'habitat, par l'ANA. Ensuite, l'importance, bon, bien évidemment, d'avoir une qualification RGE valide pour les travaux qui sont réalisés. Donc, pour le poste de travaux, euh, bien, voilà, par exemple, s'il y a une isolation par l'intérieur, bah, de bien avoir la qualification RGE à jour pour ces travaux-là. Euh, et ensuite, voilà, accompagner et effectivement remplir en tout cas toutes les formalités administratives qui sont nécessaires et demandées pour les aides financières. Je laisse Jonathan du coup prendre la suite. Merci Aurélie, je veux bien prendre la main sur le partage de l'écran. Tout à fait. Merci. Alors, comme vient de présenter Aurélie, sur cette synthèse un peu rapide sur le fonctionnement des aides financières, dans un contexte quand même où il y a beaucoup d'annonces d'évolution au 1er janvier. C'est pas une période très stable en ce moment, mais le paysage des aides financières tel qu'elle vous l'a montré, Aurélie, va rester tel quel d'une certaine manière, parce que ça va rester un peu sur le même fonctionnement, à savoir les aides nationales, les aides qui viennent du privé et puis les aides locales. Pourquoi on a voulu vous le présenter? C'est que malheureusement, encore aujourd'hui, ces différentes aides nationales, privées ou locales ne demandent pas forcément les mêmes choses en termes d'exigences de performance ou même d'un point de vue administratif ou une manière de rédiger les devis. Il peut y avoir des écarts, ce qui fait que parfois c'est difficile de s'y retrouver si on ne les connaît pas très bien. Donc aujourd'hui, l'idée, c'était pas de vous rendre spécialiste là-dessus, à savoir quand même qu'on organise régulièrement des temps d'information sur les différentes aides financières. Il y en aura forcément une en début 2024 pour expliquer les différentes évolutions qui vont être publiées d'ici fin décembre.
Là, on prend la suite, à savoir que si, il y a une multiplicité d'aides financières, l'objectif, c'est d'éditer un devis qui soit conforme pour l'ensemble des instructeurs, que ce soit national, que ce soit les délégataires pour les C2E ou que ce soit les primes locales. Donc en fait, on se rend compte que pour le service instruction, le devis devient le document incontournable pour que l'instructeur puisse vérifier si, le poste qui est proposé est éligible aux exigences de toutes les aides. Donc, il y a un soin, à apporter sur ce document pour éviter les différents allers-retours qu'on a tous vécus d'une certaine manière depuis 2 ou 3 ans, où, les instructeurs ne demandaient pas forcément de manière exhaustive dès le départ ce qu'ils voulaient voir apparaître dessus. Donc, il y a une complexité qui s'est retrouvée et pour le coup, la plupart des artisans que nous côtoyons au quotidien se rendent compte qu'ils ont, multiplié le temps, d'édition de devis sans forcément les transformer en chantier. Donc nous, on a décidé, suite à un peu d'expérience, à centraliser toutes ces informations-là, parce qu'on est quand même au quotidien dans l'accompagnement des projets, on connaît les projets qui sont bloqués, que ce soit au niveau national ou local, et ça nous a permis de construire, une petite harmonisation des pratiques d'édition de devis pour que vous puissiez, agir en amont pour éviter ces différents allers-retours. C'est des informations que vous pouvez, pour le coup, intégrer dans votre pratique professionnelle. Je vous avoue que c'est aussi, une harmonisation de pratique à partager à tous vos confrères. Je sais que ce webinaire est destiné aux architectes aujourd'hui, donc vous êtes en relation avec, des artisans et ces notions que nous allons partager par la suite, il va falloir, si vous voulez gagner du temps dans les projets que vous accompagnez, le partager aussi aux professionnels avec qui vous avez l'habitude de travailler. Comme le disait Aurélie, il y a un ensemble de mentions administratives à respecter, pour que ça fonctionne. Ici, on vient de centraliser, les notions clés, que l'instructeur des aides financières, quel que soit le niveau national, privé ou local, veut voir apparaître sur le devis. En tout cas, si ces informations-là sont systématisées, on sait que, c'est 90 des dossiers qui sont retoqués aujourd'hui que vous éviterez. Bien sûr, et je le redis encore aujourd'hui parce qu'on voit encore des bons de commande arriver, mais ce qui est éligible, pour les aides financières, ce sont bien des devis, pas des bons de commande, comme ça peut être la pratique parfois. Il y a un soin à apporter sur l'intitulé des travaux. Malheureusement, isolation de toiture ne veut rien dire pour un instructeur. Donc, il faut préciser si c'est isolation de rampant par l'intérieur ou isolation de comble perdu ou isolation de plafond de comble. C'est pas tout à fait la même chose et c'est pas forcément les mêmes aides qui sont en face. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus bas. On conseille à tous aussi de préciser les coordonnées du client, sous-entendu, les coordonnées de facturation, nom, prénom et adresse. Bien sûr, il faut préciser aussi les coordonnées du chantier qui sont pas forcément les mêmes, que, l'adresse de facturation. Notre conseil, c'est vraiment de systématiser dans votre logiciel de comptabilité, 2 entrées, coordonnées client facturation, coordonnées chantier. La mention, adresse de chantier identique à celle de facturation passe la plupart du temps. Il faut être également exhaustif sur les coordonnées de l'entreprise, en intégrant les dénominations sociales de l'entreprise, comme sa forme juridique, mais également le capital social et le SIRET de la société. Bien sûr, l'adresse du siège social est important. Je le redis parce qu'on voit encore aujourd'hui des devis arriver sans numéro de TVA intracommunautaire et s'il n'y a pas, d'adhésion à la TVA intracommunautaire, il faut rajouter la mention qui est adéquate à ce sujet, non sujet à TVA intracommunautaire. La qualification RGE, bien sûr, est obligatoire. Vous pouvez mettre aussi la mention ainsi que son numéro. J'en profite aussi pour vous dire que cette qualification RGE, il faut que ce soit exactement, la même qui soit indiquée entre l'attestation de qualification RGE et celle qui est indiquée dans le devis. Je m'explique. Ça arrive fréquemment que des entreprises de réalisation déménagent leurs locaux, ce qui, in fine, engendre la modification du numéro SIRET. Si l'instructeur des aides financières se rend compte que le numéro SIRET qui est indiqué sur le devis n'est pas le même que le numéro SIRET qui est indiqué sur l'attestation de qualification RGE, le dossier va être bloqué et il va le demander forcément une modification à ce niveau-là. Soyez vigilants sur ces points. Il y a énormément de dossiers qui ont été retardés à cause de ça. Et on sait que les organismes de qualification ne sont pas forcément des plus réactifs. Donc, anticipez au maximum là-dessus et soyez vigilants auprès des artisans avec qui vous travaillez. Je ne sais pas si vous le savez, mais pour l'instruction des aides financières, il y a des dates qui sont extrêmement importantes à faire figurer sur le devis. Et on sait que les instructeurs, notamment les instructeurs pour ma prime rénov,
et les C2E sont très vigilants sur la cohérence entre ces dates. La date de prévisite technique, la plupart du temps, est obligatoire pour pouvoir bénéficier des aides financières de type C2E. Nous, on conseille à le mettre systématiquement. La logique, c'est de expliquer que le devis a été fait suite à une visite sur place qui permet de justifier les choix techniques qui ont été proposés sur le devis. Et c'est pas un devis qui a été généré automatiquement par Internet. Grosso modo, c'est à peu près ça que ça veut dire. Ensuite, il y a la date d'édition du devis qui va engendrer une date de validité du devis. Un devis éligible aux aides financières, c'est un devis qui est en cours de validité. Si la date du devis est associée à une date de validité qui est généralement d'un mois en ce moment, vu les modifications des coûts des matières premières, pour le coup, les artisans se protègent là-dessus. Si on se rend compte que le particulier dépose sa prime avec un devis qui a dépassé ce date de validité, bah, le dossier, il n'est pas éligible. Donc, tout simplement, l'instructeur va demander une mise à jour de ce devis-là et potentiellement une mise à jour des coûts. S'il n'y a pas de mention de date de validité, c'est la jurisprudence veut indiquer que le devis est valable 3 mois. Certains instructeurs qui parfois font un peu de zèle demandent aussi une date prévisionnelle de début de chantier. Alors, quand on est sur la phase de vie, pardon, généralement, on ne sait pas vraiment quand on va intervenir. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de préciser une intervention prévue en automne de l'année qui est en cours. Là où c'est important, par contre, c'est sur la facture. Si sur votre facture, il y a une date d'intervention qui est postérieure, antérieure, pardon, à la date d'instruction de la demande de prime, l'instructeur va considérer que les travaux ont été faits avant la demande. Donc, les travaux ne sont pas éligibles. Donc, soyez vigilants entre cette chronologie, c'est-à-dire une date de prévisite, une date de devis, vigilance sur la validité du devis et ensuite une date prévisionnelle du début de chantier, surtout un warning par rapport à la facture où là, il faut mettre une date de réalisation de chantier qui est bien réalisée après l'instruction de la demande de prime. Bien sûr, le décompte détaillé de chaque prestation par le coup permet de vérifier que le poste est sérieux. En gros, un forfait isolation avec un montant tout compris à 200 euros du mètre carré, ça passe pas. Donc, il faut préciser préparation du support, mise en place de l'échafaudage, fourniture de l'isolant, fixation de cet isolant. Plus il y a de détails sur le devis, plus votre devis sera considéré comme sérieux pour l'instructeur des aides. Il faut également ajouter la TVA sur chacune des lignes et forcément à la fin un montant global hors taxes et TTC avant déduction des aides. Ça, c'est extrêmement important. Là, si vous intégrez des aides financières parce que vous êtes mandataire C2E ou mandataire MaPrimeRénov', cette estimation des aides financières doit toujours arriver après un total TTC que le client doit lire. Ça, c'est la plupart des mentions administratives qui sont rédhibitoires, c'est-à-dire qu'il faut absolument les retrouver sur le devis. Si j'insiste là-dessus, c'est qu'on sait que c'est des mentions facilement automatisables dans votre logiciel de compta. Je continue aussi sur d'autres informations administratives. Alors aujourd'hui, ces mentions sont obligatoires d'un point de vue fiscal, impôt, la loi. Vous avez l'obligation de les faire figurer sur un devis de réalisation de travaux. Mais pour le coup, actuellement, l'instructeur des aides financières ne retoque pas les dossiers si elles n'y figurent pas. Il n'empêche que par le passé, on connaît comment un peu s'est structuré le service instruction. Certains font un peu plus de zèle que d'autres. Donc moi, je vous conseille de les automatiser parce qu'on sait qu'un jour ou l'autre, l'instructeur va pouvoir les demander parce qu'elles sont écrites dans la loi. Le numéro de registre du commerce des sociétés RCS est obligatoire avec la ville d'immatriculation. Si vous n'êtes pas affilié à ce registre-là, c'est le registre des artisans qu'il faut également mettre. L'assurance professionnelle décennale est obligatoirement indiquée sur le devis, voire jointe au devis comme pièce complémentaire au même titre que les conditions de vente. Le prix de la main-d'œuvre, ça a un petit peu bougé. Elles sont moins regardées en ce moment parce que l'estimation des aides a un petit peu pris tout globalement. Il n'empêche que c'est une information assez importante à mettre. Et par expérience, on sait que les entreprises qui ont fait l'effort de séparer entre la fourniture et la main-d'œuvre, ce sont des entreprises qui arrivent mieux à maîtriser le coût et, in fine, leur rentabilité de leur entreprise. Donc, moi, je conseille toujours de l'intégrer, ne serait-ce que pour mieux maîtriser son entreprise et mieux clarifier l'information auprès des clients.
Les conditions de vente, de livraison et d'exécution du contrat, hein, c'est les fameux 40% à compte, ça c'est obligatoire et la plupart du temps elles sont présentes. La mention liée à la gestion des déchets. De plus en plus, on entend parler de ça. C'est obligatoire depuis un petit moment. Alors là, pour le souci du webinaire, on n'a pas mis les textes de loi. Dans l'outil que je vous présenterai tout à l'heure, on voit qu'il y a des liens par rapport au texte de loi, mais ça fait déjà plusieurs années que c'est obligatoirement obligatoire de faire figurer ces mentions-là sur le devis. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut dire que les déchets vont être gérés en fonction de déposés. Ça ne suffit pas. Aujourd'hui, la loi impose d'estimer la quantité en tonnage des déchets générés, de quelle manière ils vont être triés et surtout l'adresse de dépôt de ces déchets-là. Les procédures de réclamation et de conditions de vente, justement les CGV que je parlais tout à l'heure, la plupart du temps, ouais, elles sont intégrées. Si j'insiste dessus, c'est l'obligation d'indiquer un médiateur de la consommation est un peu moins connue et c'est aussi une obligation qui existe depuis longtemps. Toute entreprise qui propose une prestation a l'obligation d'être affiliée à un organisme de médiation de la consommation. Ils ont l'obligation d'informer le particulier en cas de litige. Ils peuvent se retourner via le médiateur qui a été affilié par l'entreprise pour justement essayer de trouver un accord s'il y a un litige. Ça, c'est une obligation à avoir aussi. Et toute entreprise doit être affiliée à un organisme de médiation de la consommation. Le délai de rétractation, ça c'est un détail, mais pour le coup, c'est une obligation si le devis est signé hors établissement. Informations administratives complémentaires. Il y a certains cas de figure, notamment en cas de sous-traitance, qui peut être le cas pour des entreprises de maîtrise d'œuvre ou d'architectes qui centralisent pour le coup la réalisation des travaux en faisant intervenir des entreprises de réalisation sous-traitantes. C'est un petit peu particulier, mais là, il faut faire attention et on en parlera un petit peu plus bas, un peu plus tard dans le webinaire. C'est qu'il faut avoir une petite attention particulière là-dessus pour que sur le devis, on comprenne bien les coordonnées de l'entreprise donneuse d'ordre et les coordonnées de l'entreprise qui réalise les travaux en sous-traitance, qui pour le coup, qui doit être qualifié RGE. Mais je ne rentre pas plus dans le détail, on en parlera un peu plus tard. Dans le cas de certains projets où l'adresse postale n'est pas forcément très claire, je pense au hameau où il y a plusieurs maisons exactement dans le même endroit sans forcément avoir de numéro, nous conseillons de rajouter dans ces cas-là la parcelle cadastrale du chantier pour éviter d'être parfois bloqué par les instructeurs qui n'arrivent pas à retrouver la maison. C'est tout simplement eux, ils vérifient qu'il n'y a pas une demande d'aide qui a été d'aide financière qui est demandée alors que la maison est déjà rénovée. Ils veulent s'assurer que la demande correspond bien à une maison qui n'a pas déjà bénéficié d'une aide financière à la rénovation énergétique. J'ai pas plus tard que ce matin eu un cas où le dossier était tout simplement annulé à l'ANA parce que justement il y avait un problème de précision sur cette adresse. C'était pas 37, mais c'était 37C. Malheureusement, l'ANA n'arrivait pas à trouver le 37C. Voilà, donc ça permet justement de gagner du temps. Soyez vigilants là-dessus par rapport aux adresses en campagne ou dans des hameaux ou dans des lotissements où le numéro n'est pas forcément très clair. Quand vous êtes mandataire pour les aides, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, le montant à indiquer d'abord, c'est un total TTC sans déduction des aides financières. Ensuite, il faut rajouter une mention très claire, à savoir estimation des certificats d'économie d'énergie ou estimation de l'aide MaPrimeRénov', montant prévisionnel MaPrimeRénov'. Il faut qu'ils comprennent que c'est sous couvert d'une validation des instructeurs des aides. Je vous conseille d'ajouter une clause suspensive. Elle n'est pas toujours intégrée dans les CGV. Ça vous permet de vous protéger les entreprises. Il n'empêche que le montant des aides financières doit toujours être indiqué après le TTC total de la prestation. Pareil pour les prestations de dépannage, c'est un détail, mais dans ce cadre-là, je pense à des dépannages pour des chaudières gaz, par exemple, qui nécessitent ensuite une installation d'une pompe à chaleur. S'il y a une prestation de dépannage intégrée au devis, il faut forcément, et c'est obligatoire, mentionner si le devis est payant ou gratuit, ce qui n'est pas le cas s'il n'y a pas de dépannage. Mais c'est bien de le savoir, sinon le devis risque d'être retoqué pour des raisons pas forcément très légitimes. Si je continue et que je fais le focus sur certaines mentions, j'ai insisté tout à l'heure sur la date de devis. Je le reconfirme aujourd'hui, le devis
qui est éligible aux aides, c'est un devis valable au moment de la demande d'aide et que la date de prévisite technique et toutes les autres dates qu'on a précisées doivent être cohérentes entre elles. S'il y a un écart, une incohérence là-dessus, l'instructeur est vigilant là-dessus par rapport à ça. L'intitulé des prestations aussi, j'ai insisté là-dessus. On en parlera un peu plus tard sur quelques exemples, mais il faut être assez exhaustif, notamment par rapport à la composition des combles, si c'est des combles aménagés, si c'est des combles aménageables ou des combles perdus. Ça ne veut pas forcément dire la même chose pour ma prime rénov et dans certains cas de figure, les aides ne sont pas éligibles. Le plancher bas également, il y a des nuances par rapport au certificat d'économie d'énergie. Si c'est des planchers bas qui donnent sur terre-plein, c'est pas éligible au C2E, mais si c'est un plancher bas donnant sur passage ouvert ou donnant sur cave ou sous-sol ou sur vide sanitaire, là, c'est des postes qui deviennent éligibles pour certaines aides locales. Les plus compliqués au niveau des devis, en fait, c'est les menuisiers. Là, pour le coup, l'intitulé, il est un peu plus délicat parce que installation de menuiserie double vitrage, c'est bien, mais ça suffit pas pour l'instructeur. Il faudrait dire installation de double vitrage en remplacement de simple vitrage en les installant sur le nu extérieur des murs en applique. Là, c'est un intitulé complet. On en reparle un peu plus bas. La qualification RGE, je l'ai également abordé tout à l'heure, mais je réinsiste là-dessus. La qualification RGE doit être valide à deux étapes du parcours. Elle doit être valide au moment de la demande de prime, la demande initiale des particuliers quand ils vont demander s'ils sont ou pas éligibles à telle prime. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, la qualification RGE doit être valide au moment de la demande de versement de prime. C'est les deux étapes de toute instruction des aides financières. C'est ce moment-là où la qualif, en tout cas tous les documents, est vérifié par l'instructeur. Donc, c'est la photographie, c'est comme un bilan comptable. C'est à ce moment-là, tous les documents doivent être cohérents entre eux et valides. Je rappelle encore une fois, et parce que c'est systématique, enfin, en tout cas, ça arrive très très souvent, le numéro SIRET de l'attestation de qualification RGE doit être le même que celui qui est indiqué dans le devis sur la facture. Les mentions de l'assurance professionnelle, voilà, bah, je le citais tout à l'heure, c'est obligatoire depuis 2016. Moi, je vous le conseille de le mettre en annexe, c'est souvent le cas. La mention du médiateur de la consommation, c'est obligatoire depuis 2016 également, comme la gestion des déchets qui est obligatoire depuis 2021. Revenons un petit peu sur la sous-traitance. Tout à l'heure, j'ai expliqué que, il y avait en gros deux entreprises, une entreprise donneuse d'ordre et une entreprise sous-traitante. Pour l'instructeur des aides, il faut, pour plus de clarté et aussi pour le particulier, il faut bien préciser dans votre modèle de devis les coordonnées de l'entreprise donneuse d'ordre et les coordonnées de l'entreprise qui réalise les travaux. L'instructeur va vérifier les attestations RGE de l'entreprise qui réalise le geste, qui est responsable du geste. Donc l'attestation RGE doit être au nom, en tout cas au numéro SIRET de l'entreprise sous-traitante. Il faut également rajouter le nom et le prénom du responsable de l'entreprise sous-traitante, son numéro de téléphone et son mail. Normalement, et je vais encore un peu plus loin, la date de prévisite, ça doit être l'entreprise sous-traitante qui doit la réaliser. Dans les textes de loi, c'est écrit comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de contrôle là-dessus, mais normalement, cette visite, cette prévisite technique, c'est l'entreprise qui réalise le geste, qui est qualifiée, qui est assurée sur le geste qu'il va réaliser. C'est cette entreprise qui doit faire cette prévisite justement pour préciser la prestation qui sera vendue. L'entreprise sous-traitante doit être qualifiée RGE et c'est celle qui doit réaliser la prévisite. Maintenant, si on s'intéresse sur les postes de travaux, les intitulés clairs, je vous ai dit tout à l'heure justement que des combles aménagés versus des combles aménageables, ce n'était pas tout à fait la même chose pour les aides financières et notamment par rapport à ma prime rénov'. Donc voilà, je vous ai mis un exemple d'intitulé exhaustif qu'on aime voir sur des devis et qui facilite le travail de l'instructeur. Isolation de 100% des combles aménagés en rampant et en plafond de comble. Pourquoi j'insiste sur le plafond de comble? C'est que, alors, généralement, quand on est en présentiel, je fais un petit schéma, mais il faut imaginer que pour des combles aménagés, il y a trois types de parois possibles qui vont pas être isolées de la même manière. Il peut y avoir des combles perdus en bas de pente de toiture qui fait la périphérie justement des combles aménagés. Ensuite, vous avez souvent des rampants qui correspondent aux pièces de vie et qui se terminent au niveau du faîtage d'une petite partie en comble perdu qui malheureusement s'appelle pas comme ça pour ma prime rénov, mais s'appelle des plafonds de comble. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que dans votre devis, il va falloir trois entrées. Des combles perdus en périphérique, des rampants
et des plafonds de combles. Des plafonds de combles, c'est éligible aux aides. Des combles perdus, c'est pas éligible à ma prime rénov'. Euh, Isoler des combles perdus, c'est pas exactement les mêmes performances techniques qu'on demande pour des rampants. Donc, vous voyez, il faut bien préciser justement les trois postes parce que c'est comme si c'était trois interventions différentes pour isoler la même toiture. J'ai donné l'exemple des menuiseries. Voici un exemple d'intitulé exhaustif pour les menuisiers. Remplacement de la totalité des menuiseries simple vitrage par du double vitrage performant sur le nu extérieur des murs en dépose totale. Alors, ça peut faire sourire, mais tout est là. Et on sait que ça permet de gagner énormément de temps dans l'instruction des aides. L'équipement, pareil aussi. Alors, je pense que c'est plutôt connu ça, mais c'est pas forcément pour à chaque fois l'installation d'un équipement performant et d'énergie renouvelable qui est valorisable, mais on sait que avec des coups de pouce notamment, c'est le remplacement d'une chaudière fuel. Donc, si dans l'intitulé il n'est pas précisé tout de suite remplacement d'une chaudière fuel par une pompe à chaleur. Ça va être plus compliqué pour l'instructeur de comprendre si le projet est éligible au coup de pouce. Donc, soyez attentifs sur ces intitulés. C'est difficile de vous donner des règles de conduite. En tout cas, il y a du cas par cas, mais plus vous êtes exhaustif, plus vous êtes précis, plus ça vous fera gagner du temps par la suite. Les critères de performance renseignés sont des éléments obligatoires pour l'obtention des aides. Pour le moment, je n'en ai pas parlé, je le présenterai un peu plus avec l'outil de vérification des devis, mais on sait que la résistance thermique est obligatoirement indiquée, le numéro ACRMI des isolants doit être aussi précisé. Il y a différentes choses qui peuvent apparaître là-dedans. Pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que là, pour le coup, il peut avoir des écarts entre les aides nationales et les aides locales. Il y a certaines plateformes de rénovation pour pouvoir obtenir l'aide locale exigent une isolation plus importante que ma prime rénov'. À titre d'exemple, Murmure, par exemple, à Grenoble, qui est une plateforme de rénovation, d'accompagnement en particulier, mais qui se termine aussi avec une prime aux travaux. On sait que pour que le toit soit éligible à cette prime Murmure, le frein vapeur est obligatoire. Voilà, c'est des spécificités des aides locales qui, pour le coup, ne se retrouvent pas dans ma prime rénov, qui ne regarde pas s'il y a le frein vapeur ou pas intégré dans le devis. Ça, c'est important de le savoir en amont. Parce que si vous arrivez après la prestation à la fin de la chaîne et que finalement il faut tout rajouter, et ben, c'est là où on perd du temps. Dans différents parcours de rénovation globale, il y a eu, et c'était le cas pour les C2E rénovation globale, des contrôles par des organismes COFRAC. Là, je vous invite à être extrêmement vigilant parce que généralement, c'est bureaux de contrôle qui sont agréés COFRAC pour contrôler les opérations C2E et ma prime rénov, mais les contrôles de ma prime rénov, c'est un peu plus, c'est différent. Il s'avère que c'est des organismes qui regardent une littérature qui est beaucoup plus large que les aides financières. Ils vont regarder les sécurités incendie, ils vont regarder le calorifugage, ils vont regarder les modes d'emploi des fabricants pour s'assurer que l'isolant qui est proposé est bien adapté au support. Je ne sais pas si vous avez vécu, mais la GR32 qui était habituellement proposée dans toutes les parois, et ben depuis quelques mois, on ne peut plus l'installer sur toutes les parois. C'est justement lié au contrôle COFRAC parce que le fabricant n'a pas prévu ce matériau pour toutes les parois, alors que c'était une pratique habituelle de la plupart, de souvent des artisans. Et là, je ne rentre pas dans le détail. Petit focus sur le post-isolation de l'enveloppe. J'insiste là-dessus parce que pour l'isolation, ce qui est éligible aux aides financières, c'est un complexe d'isolation qui comprend la fourniture de l'isolant, qui est adapté au support, son système de fixation entre une ossature bois, une ossature métallique ou chevillé collé, mais également son parement de protection, soit enduit, soit plaque de plâtre, soit bardage. C'est ces trois critères qui vont faire en sorte que le poste est éligible. Si ces trois critères n'apparaissent pas sur le devis, l'instructeur va dire que tout simplement le poste n'est pas éligible. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces étapes-là de l'installation d'une isolation doivent être réalisées par une entreprise qualifiée RGE. Si vous avez l'habitude de faire intervenir un façadier qui recouvre de l'isolant pour de l'isolation par l'extérieur, mais que ce façadier n'est pas RGE, l'instructeur des aides financières est susceptible de retoquer la demande de prime, alors que ça passait avant. On sait que ça passait avant, mais aujourd'hui, les instructeurs sont beaucoup plus intransigeants là-dessus. Je vous donne un autre exemple qu'on voit souvent, c'est que le parement de protection, par exemple, les plaques de plâtre intérieures, souvent sont faits par les clients. Bah, malheureusement, ça aujourd'hui, ça ne passe pas, ça ne passe plus du tout. L'isolation complète éligible pour les aides financières, c'est fourniture, fixation de l'isolant et protection de l'isolant qui doivent
toutes les 3 être réalisées par une entreprise qualifiée RGE. J'ai fait le tour de l'ensemble des critères qui sont, incontournables pour que ça passe dès le premier coup, au niveau des aides financières. Maintenant, je vais vous présenter, ce fameux outil de vérification des devis qui est disponible sur notre site internet. Aurélie, est-ce que tu peux me confirmer qu'on voit bien la page du site internet? C'est tout bon. OK, merci. Alors ça, c'est le site, Info Énergie, pour les pros de la réno, qui est mutualisé avec les particuliers, hein, mais là, vous êtes rentré dans l'onglet Pro de la réno qui est organisé assez simplement en différentes entrées sur, des guides pour, vous aider à orienter vos clients. C'est une précision au niveau des aides financières locales, par exemple, mais on parle aussi des choses sur l'urbanisme. Il y a deux-trois notions sur la rénovation performante, hein. Je parlais tout à l'heure d'étanchéité à l'air ou frein vapeur, ben, on essaye de mettre des choses dessus. Il y a une partie sur les aides financières qui rentre un peu plus dans le détail, mais là, la zone que je vais vous montrer, c'est celle qui est justement sur le thème de nos webinaires, sur la rédaction des devis conformes. Il faut rentrer par là. Euh, J'en profite pour vous dire qu'il y a un webinaire qui traite spécifiquement de la question de la sous-traitance, j'ai résumé rapidement tout à l'heure. L'outil, il est disponible ici. Il se présente assez simplement parce que vous avez un petit formulaire assez simple, hein. Vous pouvez rajouter le nom du client. Ça, c'est pas forcément libre, hein. C'est un outil que nous utilisons en tant que conseiller énergie. Donc, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais nous, on l'a intégré. Pour choisir vos postes de travaux, eh ben, ils sont tout simplement disponibles ici. Ils sont découpés sur tous les postes justement qui déterminent des critères de performance un peu différents. Donc, si on regarde les combles perdus, on retrouve toutes les mentions administratives que j'ai citées tout à l'heure. Donc l'objectif, c'est, vous comprendrez bien, c'est que quand vous avez un devis en main ou le vôtre, si tout est vert, et ben, le devis a toutes ses chances de passer dès le premier coup. Voilà. Quelques précisions qui sont indiquées aussi dans les points d'interrogation si vous avez des questions pour aller un peu plus loin, où il y a des guides. Les informations administratives complémentaires ou en fonction du cas de figure, elles figurent ici, là. Donc vous pouvez les vérifier, de manière un peu plus précise. Nous, on les cache parce qu'aujourd'hui, c'est pas rédhibitoire pour l'instruction des aides financières. Mais je vous invite quand même à regarder. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure. Ensuite, pour chacun des postes de travaux, on se rend compte qu'il y a des mentions spécifiques pour le poste. Donc là, pour l'isolation des combles perdus, on retrouve l'intitulé qui doit être exhaustif. Là, pour le coup, MaPrimeRénov' ne finance pas les combles perdus. L'éco-PTZ à taux zéro, et c'est une histoire de avant-après, si c'est isolé à 100% ou pas. Donc, c'est la notion de 100% de la toiture isolée qu'il faut intégrer là-dessus. Mais là, on retrouve la marque et référence de l'isolant. Si elle figure sur le devis, vous pouvez cocher en vert. Résistance thermique avec un R égal ou supérieur à 7. Il faut également préciser l'épaisseur de l'isolant. J'insiste là-dessus aussi, c'est que dans les cas de figure où vous avez deux couches d'isolant différents, il faut bien préciser l'épaisseur et la résistance thermique de chacune des couches. Et malheureusement, l'instructeur des aides financières ne fait pas d'addition. Donc, il faut rajouter le R total en additionnant les deux couches qui sont précisées avant. On a eu des dossiers retoqués à cause de ça. Les normes en vigueur et généralement, c'est le numéro ACRMI qu'il faut intégrer. Et puis, les protections de conduite fumée qui étaient une obligation par rapport au DTU. En dessous aussi, vous avez des recommandations du conseil énergie. Alors, ça, c'est un peu des informations qu'on donne aux particuliers. Forcément, on invite à isoler 100% de la toiture. On parle aussi un peu de biosourcé pour améliorer le confort d'été, la mise en place du pare-vapeur, j'en citais tout à l'heure. Souvent, pour les combles perdus, il y a très peu de précision sur le traitement de la trappe d'accès, s'il est étanche, réhausse ou pas. Voilà, on insiste un peu sur ces questions-là. Créer un accès pour justement intervenir sur les VMC aussi, c'est le moment ou pas de l'intégrer dans le devis. Nous, on invite à anticiper au maximum pour qu'il n'y ait pas de souci in fine. Voilà, l'outil est assez simple en fait, hein, parce que c'est une checklist assez simple à préciser et qui est à jour en fonction de toutes les évolutions qu'on rencontre aujourd'hui au niveau des aides financières. Niveau technique, ça bouge peu. Généralement, c'est mis à jour
en début d'année et en mi-d'année. Là aussi, ça a un peu bougé, mais je vous invite à automatiser le maximum d'informations parce que ces mentions administratives, elle est commune à tous les postes. Donc, toute cette partie, si vous l'automatisez dans votre logiciel de compta, c'est toujours du temps de gagner pour la suite. Voilà pour l'outil de vérification des devis. Si je reviens à PowerPoint, je vous ai présenté les combles aménagés. Hop, et on est arrivé à la conclusion, dont je l'ai dit à plusieurs reprises, hein, vous avez entendu le message qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui, c'est tout ce qui est automatisable, tout ce que vous pouvez faire en amont aujourd'hui, ce sera du temps de gagner par rapport à vos dossiers dans votre quotidien. Tout ce qui vous permet d'éviter à 90% les dossiers retoqués, ça vous évitera de faire des allers-retours stériles qui vous fait perdre du temps et surtout souvent fait perdre du temps parce que l'instructeur des aides ne fait pas forcément une relecture exhaustive du devis. Et généralement, le devis revient parce qu'il manque une deuxième information qu'il n'avait pas détectée au premier abord. Donc maintenant, on a essayé de vous présenter une mention, une vision un peu globale de tout ça. Donc, préprogrammez le maximum de mentions administratives et techniques dans votre logiciel de comptabilité. La plupart du temps, c'est systématiquement à peu près les mêmes mentions qui apparaissent. Soyez attentifs et prenez en main votre logiciel de compta. Ce sera du temps de gagner pour la suite. Soignez les intitulés de devis. Énormément de choses passent dans les intitulés. Et malheureusement, oui, je demande un intitulé pour des menuisiers, alors que je sais qu'ils posent des fenêtres. Mais il faut quand même préciser pas mal d'informations qui me permettent de gagner du temps après. Contrôlez systématiquement les éléments clés si vous êtes en sous-traitance ou pas, mais les qualifications RGE, le numéro SIRET, les dates de devis, toutes ces notions-là qui parfois peut être incohérentes entre elles. Soyez assez vigilants sur ces questions-là, parce on peut arriver dans des situations où le dossier est tout simplement annulé en parcours et ça peut poser problème auprès de vos clients. Et une point d'attention par rapport aux éléments clés liés à la sous-traitance. Vous retrouvez l'outil de vérification de devis sur notre site. Si vous avez des questions, que vous avez besoin d'aller un peu plus loin ou que vous avez besoin qu'on parle plus précisément sur des exemples de devis dans votre entreprise, le numéro de téléphone de la plateforme téléphonique des pros de la Réno est disponible du lundi au vendredi. Ma collègue ne l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est un numéro qui est dédié aux pros. C'est pas le numéro à donner aux particuliers parce que sinon on va être débordé et on n'arrivera plus à supporter notre objectif de réactivité de vous répondre dans les 24-48 heures. Bien sûr, on répond aussi par mail, donc vous pouvez communiquer avec nous avec cette adresse mail. Euh, pardon. Là, on vous a mis des attestations qui étaient en cours depuis ancienne version Ma Prime Rénov', c'est des attestations de demande de prime pour les parcours de Ma Prime Rénov' Rénovation Globale. C'était des attestations à co-signer entre le bureau d'études et les artisans. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'avoir vu ça. On vous le met maintenant, mais on ne sait pas aujourd'hui exactement comment va se passer les parcours de Ma Prime Rénov' accompagnés en 2024. A priori, il y aura toujours une attestation à faire co-signer par l'ensemble des professionnels qui sont impliqués dans le projet. Donc, je vous invite quand même à jeter un œil à ces différentes attestations. Et dans le PDF qu'on vous enverra, les liens seront actifs. Merci de votre attention et puis je vais repasser la main à Aurélie s'il y a des questions qui sont arrivées sur le chat ou en tout cas vous pouvez prendre la main. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Alors, pour le moment, il n'y a pas de questions sur le chat, mais n'hésitez pas à les poser et on y répondra. J'ai l'impression que tout a été dit ou en tout cas a été clair. Sinon, si vous avez des questions par la suite, pas hésiter à appeler le numéro des pros de la Réno. S'il n'y a pas de questions, je propose du coup voilà, de conclure. Ok, bon, j'ai bien la confirmation qu'il n'y a pas de questions pour Magali. Pas hésiter voilà, à nous contacter via la hotline. Et on vous enverra dans les jours qui suivent euh, le replay, donc le lien vers le replay sur YouTube et aussi le support de présentation.
Merci pour votre, présence Petit et pe petite info, excuse-moi Aurélie, oubliez pas qu'on joint à chaque fois qu'on réalise un événement un formulaire de sondage qui justement, nous permet de progresser. C'est une évaluation de notre intervention, donc ça prend 2 minutes à le remplir et nous, ça nous permet de connaître votre avis si vous avez, aimé la présentation, ce qu'on peut améliorer, différents thèmes on aurait pu aborder ou compléter. Donc on est assez preneur de s'améliorer au quotidien et malheureusement ces formulaires de sondage de satisfaction sont pas souvent remplis. Donc, j'insiste là-dessus, si vous pouvez prendre 2 minutes pour nous faire un retour sur ce webinaire, ce sera super pour notre service. Et excuse-moi de t'avoir coupé, Aurélie. très bien. Et ben, c'était tout bon pour moi. On vous souhaite une bonne journée et puis une belle fin d'année. Merci encore pour votre présence. À bientôt. Au revoir.